sonne des cloches, là, justement, l'acceptabilité sociale. Mais là, c'est ça, dans le fond, l'idée de la première présentation que je vais faire, c'est vraiment juste mettre la table des différentes perceptions, des différents discours aussi qu'on entend souvent dans les médias, tout ça. Donc, évidemment, il y a des exemples qui vont peut-être plus vous parler, mais on va essayer quand même de passer rapidement. Fait que je m'attends. Dany Royer. Bonjour, oui. Donc, j'arrivais à ma présentation, je suis désolée. C'est ça, moi, je suis étudiante au doctorat en développement régional. J'ai travaillé avec l'équipe de recherche ici présente qu'on va discuter ce matin, en fait, on va présenter nos résultats de recherche, entre autres, mais aussi, justement, pourquoi on s'est intéressé à l'acceptabilité sociale. Moi, je suis, c'est ça, en fait, je commence mon doctorat en développement régional, puis c'est ça, mais en même temps, j'ai longtemps été affiliée avec la RQGE, le Réseau québécois des groupes écologistes. Donc, je suis comme contente, en fait, de réunir les deux familles aujourd'hui, donc parce que je pense que la discussion est importante. Puis, donc, on s'est penché sur la notion, mais justement là, ce que je vais faire comme exercice, puis là, on s'entend, c'est vraiment juste un exercice pour voir un peu les différentes positions, les différents discours, mais on va essayer de ne pas aller dans l'analyse tout de suite. Donc, on va essayer de garder ça juste neutre pour montrer les différentes positions, mais en essayant un peu de les catégoriser. Donc, je vais vous présenter, en fait, le plan de la présentation. Ève, en fait, est avec moi aussi. Dans le fond, tu peux peut-être te présenter tout de suite. Puis, oui, oui. Bonjour, donc moi je suis Ève Deveau, je suis à la maîtrise en développement régional, puis j'ai aussi participé comme assistante de recherche à essayer de comprendre un peu la notion d'acceptabilité sociale, plus précisément sur le dossier des gaz de schiste. On a déposé une étude à l'automne passé au comité d'évaluation environnementale stratégique, puis c'est ça, c'est le contenu de la journée va entre autres porter beaucoup sur cette étude-là. Puis moi je viens vous présenter la partie sur laquelle j'ai travaillé dans cette étude-là. Donc là, en fait, finalement, c'est ça, on était censé faire deux présentations. Là, on les a un peu jumelées parce que finalement, c'est ça, on voulait terminer avec une discussion plutôt ouverte pour c'est ça, avoir une période d'échange. Donc là, c'est ça, le plan de présentation, c'est de parler des différents acteurs en place, les défis que ça représente, justement, d'essayer de comprendre la régulation ou le processus qui mène à l'acceptabilité sociale ou non, finalement. En troisième point, on va parler justement des résultats de recherche. C'est Ève qui va vous présenter c'est ça, les préoccupations et positions des acteurs sur la filière des gaz de schiste. Et puis, on va terminer avec quelques définitions. Donc, on va pouvoir en discuter, justement. Donc, ici, en fait, là, on ne voit pas très, très bien, je suis désolée, mais en fait, c'est ça, on a différentes sphères. J'ai fait l'exercice de voir, en fait, les différentes sphères de régulation, en quelque sorte. Donc, on avait une sphère économique qui est liée aux intérêts marchands. On avait une autre sphère plus politique, c'est-à-dire pour les acteurs, en fait, là, qui est politique, qui est liée aux intérêts publics, donc qui sont liés soit aux institutions, aux organismes gouvernementaux, le monde des élus. Et aussi, on a la société civile, finalement, donc peut-être qui vous concerne plus ici aujourd'hui, donc par rapport aux groupes sociaux, aux groupes environnementaux et les citoyens en général. Donc là, j'ai essayé de voir, en fait, les différentes perceptions de l'acceptabilité sociale à travers les différentes sphères. Là, ici, en fait, Bruno en parlait, c'est drôle, parce que justement, je parle du colloque qui a eu lieu, justement, qui est organisé par le Journal des Affaires. Donc, qui était adressé vraiment à un public cible qui était les directeurs des communications, les directeurs de relations publiques, tout ça, des industriels, en fait. Et puis, c'est ça, donc, ce que je trouvais intéressant de noter, c'est que, dans le fond, il déterminait les 5 bonnes raisons de participer, comme on voit à droite. Donc, c'était vraiment saisir ce qu'est l'acceptabilité sociale au Québec en 2013, c'était au mois de décembre l'année passée, dégager les grandes tendances. Ah, c'est drôle, parce que, en fait, c'est ça, tu sais, est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'on est capable nous-mêmes aussi de le voir? Déterminer ce qui est acceptable maintenant et prévoyez ce qui pourrait ne pas l'être demain. Sachez quoi communiquer, à qui, comment et pourquoi. Inspirez-vous des meilleures pratiques, hein, ça c'est une belle formule, meilleures pratiques pour tendre vers une réelle collaboration avec les parties prenantes et comprenez comment ajouter de la valeur à vos projets grâce à l'adhésion des parties prenantes. Donc voilà, je me préserve de faire des analyses, mais c'est quand même intéressant.
Donc, de la sphère économique encore, en fait, c'est ça. Ici, on voit les différents jeux d'acteurs qui jouent dans le camp des lobbyistes. Puis ici, en fait, c'était un article qui était sorti au mois de février dernier, là, ça fait pas très longtemps, d'Alexandre Shields dans Devoir. Là, il parlait de TransCanada Corporation, d'Enbridge et de Petrolia aussi. Il travaillait, en fait, ce qui est particulier, c'est que vraiment, c'est inscrit comme dans le registre des lobbyistes du Québec. C'est vraiment inscrit qu'il travaille par rapport à l'acceptabilité sociale. Le but d'obtenir l'appui du gouvernement provincial et des instances municipales quant à l'acceptabilité sociale des projets. C'est drôle parce que je viens juste de remarquer que dans le fond, eux, ils interpellent le gouvernement provincial, les instances municipales, mais pas nécessairement le social. Mais bon. Donc, puis ensuite de ça, c'est ça. Enbridge aussi, favoriser le processus d'acceptabilité sociale. Donc, voilà pour la sphère économique, en gros. Pour la sphère politique, en fait, il y a plusieurs acteurs aussi. Comme on le voyait tout à l'heure, en fait, il y a différentes personnes qui interagissent par rapport à cette sphère-là. Donc, par exemple, dans le premier exemple, on a un représentant du ministère qui est en fait le ministre Blanchet du MDDEFP, le ministère du Développement durable et de la faune et de l'environnement. Bref, désolé. Et des parcs, oui, c'est ça. Puis c'est ça, en fait, il dit que, ben là, il donne l'exemple du fait qu'il y a eu un moratoire par rapport au gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent parce qu'il y avait des gens, mais il n'y en aura pas à Anticosti parce que c'est pas densément peuplé et donc n'est pas confronté aux mêmes enjeux d'acceptabilité sociale. Je vous laisse ça comme ça. On a le deuxième exemple aussi. Le deuxième exemple, c'est François Legault, en fait, qui est représentant d'un parti d'opposition. Donc, à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est ça, dans le fond, il parle encore d'Anticosti. Je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui encore. Là, c'est plus récent, c'est en février dernier. Les 240 habitants de l'île Anticosti sont d'accord avec l'exploration pétrolière, donc on parle d'acceptabilité sociale. Il l'a répété aussi, à tout le monde en parle, ça a eu quand même quelques répercussions. Et puis, pour le troisième exemple, en fait, on a le Bureau d'audience publique sur l'environnement qui parle du projet de mine Arnaud. Et puis, finalement, il dit que c'est pas acceptable. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? C'est plus ou moins défini, mais il dit que ça ne respecte pas les critères d'acceptabilité sociale et de rentabilité, qui est très incertaine. Donc, voilà pour la sphère politique. Donc, en fait, le troisième, c'est un peu les représentants des organismes publics qui sont peut-être pas nécessairement liés, ils sont liés à un ministère certainement, mais c'est un organisme qui est une institution publique, en fait. Donc, les acteurs de la société civile, j'ai trouvé un bel exemple, en fait, qui date quand même de l'année passée, en février dernier. C'était en février 2013, c'est-à-dire, c'était Bill Beaucire d'Environnement Vert Plus de la Baie des Chaleurs. Puis là, en fait, c'est ça, il parlait de la cimenterie. Maintenant, on connaît un petit peu les suites avec des investissements publics. Mais là, par exemple, c'est ça, il expliquait que dans le fond, c'est ça, les gens de Ciment Mécanisme ne peuvent prétendre à une démarche impartiale ni à l'acceptabilité sociale s'ils sont les seuls juges. Parce que généralement, c'est ça, ce qu'on entend, c'est que finalement, c'est les industriels ou peut-être même des fois juste les ministères qui décident quand l'acceptabilité sociale est atteinte. Donc, il y avait un questionnement là qu'il exprime. Dans un autre exemple, encore plus récent aussi, par rapport à la mine Arnaud au mois de février, c'est ça, on parle ici, par exemple, des conclusions du BAP qui parlait qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Là, il y avait une remarque de Hugo Lapointe, qui fait partie de la coalition Québec Meilleure Mine, qui explique que, c'est drôle parce que là, finalement, il y a Investissement Québec qui continue quand même à appuyer le projet. Donc, c'est un peu de voir que deux institutions publiques, finalement, ne s'entendent pas nécessairement sur le même message. Donc, il questionnait ça aussi. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, il y a un drôle de gros défi de régulation des processus aussi. Puis ça aussi, ça leur ressortit dans les discours, comme on le voit par exemple par rapport à en fait, c'est le dossier du Mont Caïcoupe dans les Laurentides. Il y a eu plusieurs consultations par rapport à une coupe de bois. En fait, c'est par rapport à un projet forestier. Et puis la population dit que finalement, et même la municipalité finalement a dénoncé le fait que les consultations avaient été mal menées. Puis finalement, c'est la juge, même aussi la juge Roy, qui note que le ministère a manqué de transparence. La consultation n'a pas été effectuée correctement. Donc, même là, c'est justement, c'est encore là, même un jugement de la Cour qui dit que le travail n'a pas été bien fait.
Et puis d'autres exemples encore, justement, notre maire ici de Rimouski, Éric Forêt, ça c'était en janvier 2013 par rapport au cas de Gaspé contre Petroleum. Puis là, il parle d'un nécessaire rééquilibre de rapport de force entre les municipalités et les firmes exploratoires. D'exploration, excusez-moi. Donc, puis qu'ensuite de ça, il y a Généreux qui est les... Généreux? Oui, c'est ça. Donc, lui, il explique que justement, le règlement est très fragile. En plus, c'est ça, là, on connaît maintenant la suite en plus, que Petrolia a décidé de poursuivre, mais il disait qu'il a évité Petrolia, a évité la confrontation, on allumerait une mèche qui pourrait faire éclater toute la filière. Il faut plutôt bâtir l'acceptabilité sociale, au premier chef, avec les élus locaux. Donc, encore là, on parle des institutions publiques sur les territoires par rapport aux municipalités. Donc, voilà, c'est quand même assez troublant aussi. Donc, maintenant, on va voir les différents résultats qu'on a observés par rapport à la recherche sur les gaz de schiste. Bon, voilà, donc moi, comme je vous dis plus tôt, je viens présenter la partie de la recherche sur laquelle j'ai participé plus particulièrement, qui est l'analyse des mémoires qui ont été déposées au BAP sur les gaz de schiste en 2010. Je vais présenter ce travail-là en sachant qu'il y a des limites aux conclusions quand même qu'on peut tirer des mémoires, mais en sachant aussi que ça peut être enrichissant pour participer à la compréhension de la notion d'acceptabilité sociale. Une des façons d'essayer de comprendre c'est quoi l'acceptabilité sociale, c'est de regarder ce que les gens en disent, c'est d'analyser le discours des gens qui prennent part au débat. Puis à ce niveau-là, la plateforme du BAP était une bonne opportunité pour nous de regarder ce qui est dit parce qu'il y a 200 mémoires qui ont été déposées par une multiplicité d'acteurs, acteurs locaux, régionaux, nationaux, des acteurs qui viennent de divers horizons. Donc c'est ça. L'objectif général d'analyser les mémoires, pourquoi on le fait en fait, c'est qu'on voulait identifier qui s'est impliqué dans le débat, puis pour y dire quoi. C'est quoi les préoccupations qui ressortent. On voulait identifier les différences, puis aussi les thèmes récurrents chez les différents groupes. Puis plus largement, l'idée c'était de voir quel sens les acteurs vont donner à la filière des gaz de schiste, comment ils vont l'évaluer, sur la base de quels enjeux, en fait, sur la base de quelles préoccupations. Puis on voulait regarder aussi s'il y avait des sujets communs de préoccupation entre les différents acteurs. Avant de passer... Ah oui, pourquoi c'est pertinent de regarder les mémoires déposées au BAP? Bien, d'abord parce que le BAP, tout le monde y a accès, tout le monde peut déposer un mémoire s'il le souhaite. Puis là, on a vu qu'il y avait 200 acteurs donc, qui ont déposé un mémoire, ce qui donne un bon aperçu quand même des préoccupations qu'il y a en lien avec les gaz de schiste. Puis ça fait en sorte qu'on peut dégager quand même des grandes tendances. Par contre, les conclusions qu'on tire des mémoires ne peuvent pas être généralisées à la société en général parce que ben, c'est pas tout le monde qui dépose des mémoires. Donc les conclusions se rapportent aux auteurs principalement. Puis il faut savoir aussi que les préoccupations puis les positions des auteurs sont dynamiques dans le temps. Ça peut avoir évolué. Aujourd'hui, c'est peut-être pas la même chose que ce que c'était en 2010 au moment où les gens ont écrit leur mémoire. Donc je précise ici que les conclusions sont valables que pour l'automne 2010. Avant de passer aux résultats, je voulais aussi vous indiquer un peu comment le travail a été fait, donc la méthodologie. On a fait une analyse qualitative d'abord, donc de regarder qu'est-ce qui s'est dit, mais aussi une analyse quantitative pour essayer de quantifier, de mesurer ce qui se dit en termes de proportion. Donc d'abord, on a dégagé les grandes catégories de préoccupations qui sont des attentes, des revendications, des appréhensions, des questionnements que les acteurs mettent de l'avant. On a aussi distingué selon le type d'acteur. On va revenir sur les 4 catégories d'acteurs tout de suite après. Puis on a aussi classé les positions des auteurs. Ensuite, de façon quantitative, on a voulu croiser en fait les caractéristiques des auteurs, les préoccupations qui sont exprimées, puis regarder encore une fois la récurrence des préoccupations. Maintenant, ce qui ressort de l'analyse des mémoires, donc moi j'ai ressorti 4 types d'acteurs qui ont déposé des mémoires au BAP. Dany a parlé de 3 grandes sphères. Moi je fais une catégorisation différente parce qu'en fait, c'est pas tous les acteurs concernés qui ont déposé nécessairement un mémoire. Il y a d'autres acteurs qui choisissent d'investir d'autres lieux pour amener les enjeux qu'ils souhaitent mettre de l'avant, comme par exemple les médias ou autres. Donc là, je parle vraiment de la répartition des auteurs de mémoire. Donc, un tiers des mémoires, les 200 mémoires qui ont été déposées par des citoyens, presque la moitié des mémoires qui sont déposées par des acteurs du monde associatif, 9,5% des mémoires déposées par les institutions publiques, puis 10% par les industriels et les fournisseurs. Maintenant, qui sont les citoyens? Bien, les citoyens, c'est ceux qui parlent en leur nom, qui vont déposer un mémoire vraiment par leur rôle de citoyen.
Les acteurs du monde associatif, là, c'est une catégorie un peu plus large qui fait référence aussi à ce qu'on pourrait appeler la société civile. Donc, on a relevé 5 grands groupes d'acteurs. Donc, d'abord, les plus nombreux à déposer des mémoires dans cette catégorie-là, c'est les groupes environnementaux et sociaux, comme par exemple les groupes écologistes, les groupes de femmes, les regroupements de citoyens aussi. Il y a les organisations liées au monde du savoir, de la formation et de l'éducation, qui vont être par exemple les collectifs d'étudiants, les associations étudiantes, les chaires de recherche, puis ce qui est relié au monde universitaire ou académique en général. Il y a les groupes économiques aussi, comme les chambres locales de commerce, les associations ou les tables de concertation d'industriels, conseil patronal de l'environnement aussi, par exemple. Il y a les organisations d'élus et les partis politiques. Donc, les organisations d'élus comme la Fédération québécoise des municipalités, les partis politiques Québec solidaire, le PQ, Parti vert qui ont déposé des mémoires aussi. Puis les organisations professionnelles qui sont les syndicats, CSN, FTQ, Union paysanne, puis les ordres comme l'Ordre des géologues du Québec, par exemple. Donc, tous ces groupes-là, on les a classés dans cette grande catégorie qui représente les acteurs du monde associatif. Les institutions publiques, qui représentent 9,5% des mémoires déposées, en fait, c'est les acteurs institutionnels qui sont majoritairement les élus locaux, les élus régionaux aussi. Il y a plusieurs MRC qui ont déposé des mémoires, puis les organisations gouvernementales comme Solidarité rurale du Québec ou comme les directions de santé publique, par exemple, régionales. Puis finalement, les industriels et fournisseurs, bien, les industriels, c'est les acteurs privés, c'est les gazières, Junex, Talisman, Questar Énergie, etc. Puis les fournisseurs, c'est en fait les fournisseurs de biens et services, les entreprises ou les entrepreneurs qui pourraient, eux, bénéficier des activités de développement des gaz de schiste sur le territoire, comme par exemple une entreprise de distribution du gaz ou par exemple une entreprise d'excavation. On a aussi regardé l'origine territoriale des acteurs. On voulait voir en fait, est-ce que les acteurs qui déposent un mémoire sont issus du territoire prévu pour le développement des gaz de schiste en 2010, qui est, je le rappelle, le territoire qui se situe à peu près entre Montréal et Québec, dans le Bas-Terre du Saint-Laurent, donc dans les régions de Montérégie, Chaudière-Appalaches, centre du Québec. Donc, bon, il y a 7% des mémoires qu'on n'a pas pu identifier la provenance des auteurs, mais sinon, on voit que ça se partage assez bien, en fait. Il y a presque autant d'acteurs qui viennent du territoire prévu pour le développement des gaz de schiste que d'acteurs qui sont extérieurs à ce territoire-là, donc qui sont de ailleurs au Québec ou au Canada ou même ailleurs dans le monde. C'est arrivé des mémoires qui venaient de Pennsylvanie ou de Norvège aussi. Puis c'est ça, en fait, les acteurs qui se situent au sein du territoire prévu pour l'exploitation, c'est surtout des citoyens, puis des institutions publiques, donc des élus. Puis les acteurs qui ne sont pas issus du territoire sont surtout les acteurs du monde associatif, donc les groupes dont on a parlé plus tôt, puis les industriels et les fournisseurs. Maintenant, si on regarde les grands champs de préoccupation qui sont amenés dans les mémoires. Donc, la première chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a une grande variété de préoccupations. Il y en a 11. Donc, il y a le paysage, l'agriculture, les nuisances, impact sur la communauté, santé publique, territoire et usage, la sécurité et les risques, les savoirs, l'économie, etc. Et donc, ce que je voulais vous dire ici, d'abord, c'est que ce graphique-là, comment il faut le lire, en fait, c'est qu'on regarde les préoccupations qui sont évoquées, c'est-à-dire qu'il y a 21,5% des mémoires qui abordent la question du paysage, 32% qui abordent la question de l'agriculture, ainsi de suite. Et donc, les trois principales préoccupations, pas principales, mais les trois préoccupations qui reviennent le plus souvent dans les mémoires, c'est l'économie, la question de l'environnement, puis la question des processus politiques et de la régulation. Puis j'attire votre attention plus particulièrement pour la présentation d'aujourd'hui sur cette préoccupation-là, qui revient dans 9 mémoires sur 10, ce qui est assez significatif. Maintenant, qu'est-ce que c'est les processus politiques et la régulation? De façon générale, ici, on fait référence à la gouvernance, donc on parle de la régulation publique des activités par le gouvernement, donc par les lois, par les règles, mais on fait aussi référence au processus de réflexion en amont du cadre régulatoire, au processus de prise de décision, puis au processus aussi de mise en œuvre de ces décisions-là. Plus précisément, comment c'est évoqué dans les mémoires. Les auteurs vont parler notamment de participation, donc on va discuter des formes de participation qui sont disponibles, donc le BAP, les soirées d'information organisées par les promoteurs. On va aussi se questionner sur l'accessibilité à ces plateformes de participation-là, puis surtout sur les résultats. Est-ce que ça sert à quelque chose de participer? Est-ce qu'on est vraiment entendu quand on participe à un mécanisme de participation? On parle aussi beaucoup de la reconnaissance et le respect du statut d'acteur.
On se demande en fait si notre rôle de citoyen ou notre rôle de municipalité est vraiment respecté. Est-ce que notre expertise sur le territoire, notre connaissance du territoire est vraiment prise en compte dans le processus de gouvernance? Il y a la question aussi des champs de compétences puis des responsabilités des acteurs institutionnels. Ici, on se questionne plus sur l'échelle de régulation qui est la plus appropriée pour réfléchir à la question du développement des gaz de schiste. Donc, on se demande si les pouvoirs et responsabilités des différents échelons sont respectés en matière d'aménagement du territoire. On revendique aussi beaucoup d'éléments à l'État. Notamment, on va lui demander à ce qu'il soit cohérent entre ses pratiques puis ses discours. Par exemple, s'il y a une loi cadre qui s'appelle la loi du développement durable, qui a 16 principes qui viennent avec cette loi-là, en fait, il faudrait que les actions du gouvernement soient conséquentes avec cette loi-là. On fait aussi beaucoup de demandes en lien avec l'encadrement de l'industrie. On demande des règles plus strictes, une régulation qui va être appropriée aussi à cette industrie-là, qui est les gaz de schiste, qui est particulière. On demande aussi à l'État d'être proactif, donc d'aller de l'avant avec des lois avant que le développement des gaz de schiste se fasse sur le territoire. On met aussi de l'avant le fait qu'on veut que ces règles-là soient appliquées puis respectées, parce que si elles existent, c'est bien, mais il faut qu'elles soient vraiment appliquées. Puis dans ce contexte-là, il y a beaucoup de mémoires qui rappellent des événements malheureux qui se sont produits au Québec ou ailleurs, aux États-Unis par exemple, où certaines règles n'ont pas été respectées, puis où ça a eu des impacts sur la communauté, sur l'environnement, etc. Les acteurs industriels puis les fournisseurs, les entrepreneurs, eux vont plutôt demander à l'État de fournir un cadre de régulation, des lois qui vont être stables, donc qui vont faciliter un peu le processus de développement des gaz de schiste. Des règles donc qui vont être stables, qui ne vont pas changer, qui vont être immuables, etc. Donc par exemple, ils vont demander une plus grande efficacité de l'appareil gouvernemental, ils vont demander à ce que les permis soient plus faciles à obtenir, ils vont demander à ce que le délai soit moins long, puis à faire appel à moins de ministères, donc à centraliser un peu le processus de demande de permis. Finalement, il y a toute la question de la transparence et de la confiance qui est assez centrale aussi dans la grande catégorie que représentent les processus politiques puis la régulation. On demande la libre circulation des informations, on ne veut pas de cachette sur le territoire, on veut savoir ce qui se passe. Puis on dénonce aussi, dans une certaine mesure, les relations de proximité qui semblent y avoir parfois entre certains représentants de l'État puis certains représentants de l'industrie. Puis c'est ça, on juge que les pratiques du gouvernement ne devraient pas être orientées en fonction de favoriser les gazières, mais devraient favoriser tout le monde de façon équitable, en fait. Donc tout ça fait partie de cette grande catégorie-là, qui est largement abordée dans les mémoires, dans 9 mémoires sur 10, comme j'ai dit. Si, par contre, il y a 9 mémoires sur 10 qui font allusion à une de ces questions-là, ça ne veut pas dire que tous les acteurs vont y accorder la même importance. Il y en a certains qui vont vraiment construire leur mémoire autour de cette préoccupation-là. Il y en a d'autres qui vont effleurer la question, puis plutôt axer leur propos sur une autre préoccupation. Donc, on a regardé aussi pour chaque mémoire, c'était quoi la préoccupation centrale qui ressortait. Puis ici, on a un peu la même tendance que la figure précédente. Donc, on voit que l'économie, l'environnement, puis les processus politiques, la régulation sont encore les 3 champs de préoccupation qui reviennent, donc qui sont les champs de préoccupation principaux. Mais ici, on a une précision, on voit qu'il y a presque 50%, 43,5% des acteurs qui ont pour préoccupation principale les processus politiques puis la régulation. Si on regarde ce 43,5% d'acteurs-là, de qui il est composé, on voit qu'il y a 50% des industriels et des fournisseurs qui vont avoir cette préoccupation-là principale dans leur mémoire. C'est surtout des institutions publiques qui vont aborder cette question-là. Les acteurs du monde associatif, les citoyens un peu moins, ils vont plutôt avoir des préoccupations d'autres ordres, mais quand même 28% d'entre eux abordent ces questions-là. Maintenant, ils ne disent pas tous la même chose non plus. Les industriels et les fournisseurs ne vont pas dire la même chose, par exemple, que les institutions publiques. J'ai mis des acteurs, je voulais laisser un peu les acteurs, des citations, je voulais laisser les acteurs parler d'eux-mêmes. Je ne sais pas si j'ai le temps pour continuer, mais... Ok, bon, je vais passer, en tout cas. Donc, j'avais mis des citations, mais vous pouvez lire le rapport aussi, il y a plusieurs exemples qui suivent. Le rapport, oui. Le rapport de recherche qui se trouve sur le site du CRIDEC. Mais c'est ça, je vais juste finir avec... on a fait un autre exercice aussi, donc outre celui d'essayer de cerner les préoccupations des acteurs, on a voulu voir c'était quoi leur position
sur la filière des gaz de schiste. Il y a le BAP qui, de façon assez traditionnelle, propose de classer les positions pour, contre, puis dans le cas des gaz de schiste, pour un moratoire. Mais nous, on trouvait que c'était peut-être pas fidèle à ce qui se présentait dans les mémoires, parce que c'est un peu plus complexe que ça. S'il y a des positions assez tranchées, je suis contre, je suis pour, il y a aussi des nuances parfois dans certains mémoires. Donc, on a proposé une grille qui est plutôt une grille du niveau de conflictualité en lien avec le cadre établi en 2010 pour développer les gaz de schiste, donc en lien avec le cadre, les lois qui étaient présentes à ce moment-là. Donc, plus on est dans le rouge, plus on va être en rupture avec ce modèle de développement des gaz de schiste, puis plus on va être dans le rose, plus on va être en continuité ou en adéquation avec le modèle prévu en 2010. Donc, la mise en œuvre technique, en fait, c'est quoi? C'est les acteurs qui vont proposer des ajustements puis des précisions au cadre existant. Donc, en fait, c'est des ajustements mineurs. On va proposer des solutions plus techniques pour rendre acceptable le projet. Par exemple, on va proposer plus de surveillance sur les chantiers où se réalisent les activités des gazières. La deuxième position, qui est celle de la gouvernance, c'est celle qui soulève des questionnements plus profonds quant à la régulation des activités, quant au comment décider. Donc ici, on va poser des exigences plus grandes en termes de participation des communautés dans la prise de décision. On va remettre en question les lois, puis on va remettre aussi en question l'action gouvernementale d'une certaine façon. La dernière position, qui est celle du modèle de développement, ben là, ici, c'est vraiment une importante remise en cause des fondements du modèle. Donc, les acteurs qui portent cette position-là vont trouver impertinent de développer la filière carrément dans le contexte où il faut sortir des énergies sales, dans le contexte où on a l'impression qu'il y a un non-respect de la démocratie. Puis, en fait, c'est vraiment une rupture avec les valeurs du modèle de développement qui était proposé en 2010. Comment ça se répercute dans les mémoires maintenant? Ben, la majorité des acteurs ont une position de gouvernance à 47,5%, mais quand même on voit qu'il y a 75% des acteurs qui se situent plus dans le rouge, donc c'est quand même des positions assez conflictuelles par rapport au corps établi. Maintenant, si on regarde qui porte quelle position, ben, peut-être sans surprise, les industriels et les fournisseurs sont 100% dans la position de la mise en œuvre technique, là, donc dans les ajustements mineurs, les solutions plus techniques. La majorité des institutions publiques vont porter la position du comment décider, donc vont remettre en question l'action publique, par exemple. Puis le monde associatif, les citoyens, environ 50% aussi vont porter cette position-là, mais vont aussi être assez nombreux dans la position du modèle de développement, donc en rupture assez grande avec le modèle. Maintenant, rapidement, éléments de synthèse. Donc, ce qu'on peut retenir de l'analyse des mémoires, c'est que les grands champs de préoccupation qui sont mis de l'avant, c'est l'environnement, l'économie, mais surtout les processus politiques et la régulation, même s'il y a beaucoup d'autres préoccupations qui sont présentes. On peut dire aussi que les préoccupations vont varier d'un acteur à l'autre, aussi en fonction de leur origine territoriale. Encore une fois, je n'ai pas pu trop élaborer sur cette question-là, mais dans le rapport, il y a plus de détails. Puis finalement, les positions des acteurs sur le développement de la filière est à mettre en relation avec le niveau de controverse du dossier. Donc la majorité des acteurs, 75% d'entre eux, se situent vraiment là, dans le rouge, dans le graphique. Donc voilà. C'est bon. Ben voilà, en fait, on va terminer très rapidement sur en fait le fait que justement, comme Ève l'expliquait, c'est peut-être pas tout rouge, tout blanc, mais donc c'est pas nécessairement tout contre aussi. Puis que finalement, c'est ça, différents acteurs demandent différentes choses. Donc là, ici, en fait, j'ai essayé de faire l'exercice, mais de voir différents acteurs. Donc là, par exemple, dans les industriels, on a Petrolia, la minière Cisco, Enbridge, les fournisseurs, ben justement, les commerces locaux, l'UPA, des ordres professionnels, les chambres de commerce. Dans la sphère politique, justement, des représentants des ministères, comme on a vu, le BAP, des CRE, la CRE, la Conférence régionale des élus, la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Il y a des organisations du monde des élus aussi, qu'on pense à l'Union des municipalités du Québec, par exemple. Puis ensuite de ça, ben, c'est ça, il y a la société civile qui sont les citoyens, citoyennes, et aussi les groupes environnementaux et sociaux. Donc, ça fait du monde à messe, comme on dit. Puis, donc, comment réussir, en fait, à faire sa place, en fait, pour avancer les demandes, les différentes demandes, c'est assez complexe. Puis, en fait, je vais quand même laisser mes collègues vous expliquer, en fait, les différents constats qui sont ressortis beaucoup plus largement aussi de cette recherche-là.
parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on va aller tout de suite avec certaines définitions, comment d'autres chercheurs ont vu la question de l'acceptabilité sociale. Ici, par exemple, on a, c'est ça, une première définition par rapport surtout aux énergies renouvelables. Donc là, c'est ça, il y avait, par exemple, on voyait qu'il y avait 3 dimensions. Donc l'acceptation sociopolitique, l'acceptation communautaire et l'acceptation du marché. Là, ça rejoint un petit peu quand même les 3 sphères qu'on identifiait. Donc, ça serait à discuter. Je vais pas la lire, on va passer à une autre définition avec Sarka qui parle justement d'un contrat social évolutif à 3 niveaux aussi de choix. Donc, choix socio-économique ou technologique, choix entre 2 types de politiques publiques, justement, par exemple, comme Eva parlait, est-ce que c'est le modèle de développement qui est remis en question? Est-ce que c'est les énergies renouvelables qu'on veut privilégier? Ou bien on continue le modèle de production de masse? Ou encore là, en 3e lieu, le choix des termes de gouvernance. Donc, par rapport, justement, là, on parle de développement soutenable, lien économie, environnement, développement social. Donc, c'est quand même assez... ça, c'est une définition qui date de 2007, encore là, par rapport surtout au modèle éolien. Mais qui pose encore des questions des processus de gouvernance. Et puis, voilà, en fait, je termine avec une proposition de justement, Yann Fournis et Marie-Josée Fortin, ici de l'UQAM, Yann qui va présenter par après. Donc, il va pouvoir en discuter davantage, mais justement, dans le fond, c'était une proposition de nouvelle définition. On pourrait la lire. Donc, dans la configuration territoriale particulière des régulations marchandes, politiques et sociales, l'acceptabilité sociale est définie comme un processus d'évaluation politique d'un projet socio-technique mettant en interaction une pluralité d'acteurs impliqués à diverses échelles et à partir duquel se construisent progressivement des arrangements et des règles institutionnelles reconnues légitimes, car cohérents avec la vision du territoire et le modèle de développement privilégié par les acteurs concernés. Donc, il y a beaucoup de dimensions, puis... Merci. Ouais, hein? Mais il y a beaucoup de dimensions. Puis, on va essayer de démêler tout ça. Mais pour l'instant, c'est ça. Dans le fond, on essaie de vous démontrer que, dans le fond, l'acceptabilité sociale était perçue très différemment à travers les différents acteurs, et puis que, finalement, ça soulevait des questions très complexes aussi de gouvernance, processus politique et de régulation. Donc, voilà, on a terminé, puis on aimerait bien échanger avec vous.